Alors merci de nous avoir rejoints pour cette troisième masterclass de la matinée. Une masterclass pilotée par Nicolas Turca à mes côtés. Nicolas Turca qui a invité à nous rejoindre aujourd'hui les invités qui m'entourent. Donc Oriane Ledroit, directrice mission société numérique et agence numérique, bienvenue. Ensuite, je vous présente Florence Henry qui est... Pardon, vous êtes ici Florence, directrice des partenariats et nouvelles activités, direction générale du réseau de la Poste. Claire Dubos, qui est DGA, service à la population, communauté de communes en Champagne-Picarde. Et enfin Charlotte App, qui est de la direction des relations institutionnelles au sein de CDC Habitat. Et enfin Gérald Elbaz, qui est fondateur et associé de SCIC Aptic. En tout cas, on va parler de l'Aptic. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet ô combien important. On va parler évidemment de la digitalisation, on va parler des services publics digitaux. Aujourd'hui, à qui s'adressent ces services? Est-ce que c'est plus de services pour les citoyens, moins de services pour les citoyens? On avait en introduction et communiqué sur la catchline sur 13 millions aujourd'hui de nos concitoyens qui sont des naufragés du numérique, une situation, on le sait, sensible, compliquée à l'heure du tout digital. Nicolas Turca, j'aimerais en introduction, avant de regarder justement comment aller vers des politiques plus inclusives, comment faire du numérique pour tous et permettre à tous de profiter des services digitalisés, et bien de regarder quelle est la situation aujourd'hui, quels sont ces freins, comment peut-on avoir 13 millions aujourd'hui de concitoyens qui soient ces fameux naufragés du numérique et quelles solutions y apporter? Alors en effet, 13 millions de... Vous m'entendez? Oui. 13 millions de nos concitoyens sont en situation de ce qu'on appelle d'électronisme en fait. Ça fait 20% quand même de la population française. C'est pas seulement des personnes âgées, c'est pas seulement des jeunes, c'est un peu réparti sur l'ensemble du périmètre. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été lancées et les opérateurs nationaux mais également les services publics dématérialisent. Ça s'appelle le plan Action publique 2022. Et aujourd'hui, en fait, ça ne favorise pas en fait, l'usage et voire ça exclut un certain nombre de nos concitoyens. Des exclusions liées aux usages, évidemment. Je ne sais pas me servir d'un site web, j'y comprends rien. Des exclusions liées à son statut, en fait. J'ai pas forcément, en fait, les niveaux d'études, en fait, ont quand même un impact sur l'utilisation. Oui, on verra que l'illettrisme peut être un des freins, notamment. Exactement. Et enfin, un facteur d'exclusion territoriale, vous pouvez vous en douter, s'il n'y a pas de connectivité, s'il n'y a pas de web, il n'y a pas forcément de service numérique. Donc on peut se douter qu'en réalité, parfois, c'est plus compliqué. L'idée, c'est que la Banque des Territoires, aujourd'hui, s'attelle sur 2 chantiers, sur les maisons France Service, et on a formulé un certain nombre de propositions sur le sujet. Et à travers le renforcement et le développement des lieux aux côtés du groupe La Poste, pour renforcer l'outillage, donner des capacités supplémentaires en fait, aux agents qui aujourd'hui accueillent de plus en plus de monde, et puis enfin permettre aux collectivités de déployer ce dispositif de manière plus large, renforcer le maillage, ce qu'on appelle. Et enfin, en lien avec la stratégie nationale pour un numérique inclusif dont Oriane parlera tout à l'heure, on contribue en fait à mettre en place des hubs territoriaux, et on en parlera un petit peu de ce que c'est. C'est une ingénierie territoriale pour développer les capacités aujourd'hui à faire et à accueillir les publics. Très bien. Alors, ce qu'on entend dans cette introduction, et c'est ce qui va guider la masterclass qu'on va partager avec vous ce matin, c'est 2 axes clairs. Un premier axe avec une politique nationale soutenue par les actions de la Banque des Territoires que nous allons explorer avec vous, Oriane Ledroit et Florence Henry. Et puis, il y a également des initiatives locales, des intercommunalités qui se saisissent de ces questions-là et qui œuvrent ensemble. C'est ce que nous allons voir dans la seconde partie. Et enfin, des actions aussi très concrètes qui permettent de booster l'accès au numérique pour les citoyens. C'est ce que nous verrons notamment avec cette question du pass numérique. Donc ça, ce sera la seconde partie de notre masterclass. Pour mémoire, nous avons 30 minutes d'échange et je l'espère 15 minutes qui seront dédiées aux réponses à vos questions. On va essayer au moins de vous garder 10 minutes d'échange. Par expérience, ça a été un peu compliqué sur les précédentes masterclass. Alors,
on commence peut-être avec... Oui, tout à fait. Je propose qu'on fasse un focus donc, sur la stratégie nationale pour un numérique inclusif avec vous, Oriane Ledroit, et c'est Nicolas qui a quelques questions à votre... Voilà. Donc en fait, la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut expliquer peut-être les grandes actions et le grand cadre finalement que vous avez posé dès décembre 2017 finalement, où vous avez identifié et mis en valeur en fait cette question des 13 millions. Quelles sont les grandes actions aujourd'hui que vous menez? Et enfin, la deuxième question, c'est est-ce que tu pourrais apporter un regard sur les hubs territoriaux? Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement pour les collectivités et pour les territoires? Alors bonjour à tous. Rapidement, les initiatives locales en matière d'inclusion numérique, elles sont souvent anciennes et elles sont nombreuses. Le sujet aujourd'hui, c'est notamment parce qu'on a ces 13 millions malgré ces initiatives, c'est d'aller plus loin. Et c'est le parti pris de la stratégie, c'est de répondre notamment en mobilisant le plus possible les acteurs qui font de l'inclusion en proximité, d'aller plus loin et de passer à l'échelle des actions qui sont structurantes, qui répondent effectivement aux besoins constatés à la fois des professionnels de l'accompagnement au numérique, des publics éloignés, des collectivités territoriales. 3 partis pris d'intervention dans cette stratégie nationale qui est portée par le secrétariat d'État au numérique. Maillage, coopération, soutenabilité. Maillage, c'est parce que l'inclusion numérique, elle ne passera pas que par la présence de lieux, de structures d'accompagnement disponibles pour les personnes, pour la population, en proximité et accessibles dans leur parcours de vie. Une pluralité de lieux, on en a parlé juste avant, des maisons de services au public, des espaces publics numériques, des bibliothèques aussi, des tiers-lieux, et tous ces lieux-là, on doit les mobiliser. Deuxième parti pris, la coopération. Justement parce que les initiatives aujourd'hui qui existent ne sont pas forcément mises en place de manière coordonnée par les différents acteurs qui ont un intérêt à travailler sur cette question-là. Peut y avoir de la concurrence même entre ces acteurs et nous, le parti pris au niveau national, c'est de se dire qu'il faut rentrer dans les logiques de coopération, de gouvernance coordonnée des actions et des stratégies d'inclusion numérique. Et enfin, soutenabilité. Ces réseaux d'accompagnement dont j'ai parlé, qui sont le cœur de la stratégie, il faut qu'ils soient pérennes, et il faut pas qu'ils soient pérennes, ils ne vivent notamment pas que de subventions publiques dont les robinets se ferment et s'ouvrent en fonction des partis pris politiques, des échéances, etc. Donc c'est les 3 partis pris. Une des missions qui est la nôtre au sein du ministère de l'économie, c'est de dire il y a un cadre d'intervention d'intérêt général qui doit être élaboré, qui a été élaboré et qui doit être porté, animé par l'État, mais qui inclut, qui mobilise la coalition de toutes les parties prenantes, les autres ministères qui sont concernés notamment par la DEMAT, les collectivités territoriales, les acteurs locaux d'inclusion numérique, les opérateurs de services publics, CAF, Pôle emploi, etc., qui sont ici et qui ont participé avec nous à l'élaboration et qui participent à la mise en œuvre. Un des grands axes majeurs, c'est de se dire que nous, notre rôle, c'est d'outiller les territoires, d'outiller les collectivités territoriales à faire leur stratégie d'inclusion numérique. Pourquoi ? Parce qu'elles sont de bon échelon d'identification des besoins, de repérage aussi des forces, des ressources qu'elles ont entre elles, de mutualisation des moyens, de mise en œuvre des actions. Et puis, parce que ça passe par ces réseaux d'accompagnement dont j'ai parlé. Donc, par exemple, ce qu'on porte aujourd'hui, c'est un peu des actions disponibles et appropriables pour les collectivités territoriales. On a mis à disposition, j'ai des petits fascicules qui récapitulent tout ça, vraiment le côté offre de service pour les territoires. On a mis à disposition une plateforme ressources qui outille et fournit des bonnes pratiques aux différentes collectivités locales. On assume le développement d'un outil qui va sécuriser le travail des aidants, c'est-à-dire comment je fais à la place d'une personne sa démarche en ligne de manière sécurisée et pour l'aidant et pour l'usager. On finance aujourd'hui, dans le cadre d'un appel à projet qui est disponible jusqu'au 28 juin, le développement du pass numérique, sur lequel on aura l'occasion de revenir, mais qui est vraiment je donne un droit à la formation, à l'accompagnement numérique des publics éloignés, et en même temps, je structure et je consolide l'offre et le financement des lieux qui font cet accompagnement-là. Donc il y a 10 millions d'euros aujourd'hui qui sont disponibles, appel à projet ouvert jusqu'au 28 juin, de cofinancement de l'État, cofinancement par l'État d'achat de passes numériques par les collectivités territoriales. Un dernier dispositif, c'est des dispositifs qui s'appellent les territoires d'action. C'est de dire on coopère État et 10 territoires engagés sur l'élaboration d'une stratégie d'inclusion numérique pour faire en sorte qu'ils bénéficient à la fois de notre expertise, des outils qui sont déployés au niveau national et qui collaborent aussi entre eux à faire émerger des bonnes pratiques, à aller plus loin. Et puis enfin, Nicolas, ta question c'était sur les hubs territoriaux, collaboration Caisse des dépôts, Banque des territoires, État, c'est de dire il faut
il faut deux choses pour les acteurs de la médiation numérique, les acteurs de l'accompagnement. La première chose, c'est être capable de les faire monter en gamme et en visibilité. Aujourd'hui, quand on interroge les Français sur leur connaissance de ces lieux d'accompagnement qui sont disponibles, parfois même dans un accompagnement gratuit, ils les connaissent pas. Ils connaissent un peu les bibliothèques, mais pas forcément sur ce type d'accompagnement-là, mais ils connaissent très peu les maisons de services au public, ils connaissent très peu les espaces publics numériques, etc. Donc on a besoin de les faire rentrer en visibilité et on a besoin de les faire rentrer dans une logique de montée en gamme, à la fois en termes de référencement des services qui sont proposés et de consolidation de leur offre. Et puis par ailleurs, deuxième constat qu'on a fait collectivement, c'est on est seuls et isolés, ces acteurs-là, ils ne sont pas capables d'aller chercher des fonds, notamment des fonds européens qui sont par contre, pourtant, énormément disponible sur les questions des digital skills. Et en fait, on est très mauvais à aller chercher ces fonds. Donc, le parti pris de l'intervention sur les hubs, c'est de se dire il faut qu'on crée des structures intermédiaires, des têtes de réseau locales qui ont vocation à rayonner sur un bassin qui est la région, voire interdépartemental, mais qui quand même a tendance à être un périmètre régional, qui vont outiller, qui vont qualifier, aider à monter en gamme, à faire monter en gamme ces réseaux d'inclusion numérique, qui vont leur porter de l'ingénierie, qui vont mutualiser aussi des moyens, un peu dans une logique de centre ressources, qui vont être capables d'aller chercher des fonds, fonds européens, j'en ai parlé, des fonds aussi du privé. Aujourd'hui, il y a un intérêt des entreprises à financer l'inclusion numérique parce qu'elles déploient aussi des services numériques, qu'elles ont un intérêt à ce que les Français savent s'en servir. Et donc, parti pris de ces hubs, c'est aujourd'hui 5 millions d'euros sur la table qui est mis sur 2019-2020 pour financer 10 hubs plus une expérimentation qui couvre une soixantaine de départements. Aujourd'hui, on n'a pas encore toute la France qui est couverte, donc métropole et outre-mer, et qui vont vraiment être en appui à la fois des collectivités territoriales, des services déconcentrés de l'État aussi, qui est mobilisé sur ces sujets. Accessibilité des services au public, c'est une des missions des préfectures de département. Donc en appui et dans la structuration des écosystèmes qui font cette inclusion numérique au quotidien. Merci beaucoup, c'était très clair. Alors, je propose donc de passer en effet à la deuxième intervenante, mais je vais te relaisser la main. Et merci, il va falloir que je trouve les diapos. Oui, parce que on va vous mettre dans la confidence. On a un peu réagencé le déroulé parce que les agendas de tous n'étaient pas forcément alignés, donc on n'a pas eu le temps forcément de beaucoup échanger auparavant et on avait envie que ce soit plus clair pour vous. Donc le PowerPoint, mais c'est ça être agile, c'est trouver. Et vous voyez, on le trouve tout de suite. Et ça tombe bien parce que c'est la bonne diapositive. On va revenir sur aujourd'hui le partenariat qui est mis en place avec le groupe La Poste, justement dans cette démarche d'inclusion du numérique. J'aimerais Florence Henry, que vous nous expliquiez comment le groupe La Poste s'engage en faveur de l'inclusion, quelles sont les actions menées et notamment les actions que vous menez au sein de je crois maintenant 300 bureaux de poste avec un plan d'accompagnement à plusieurs échelles. Mais je vous laisse nous l'expliquer, ce sera beaucoup plus clair. Bonjour à tous. Effectivement, le groupe La Poste s'est engagé dans une action en faveur de l'inclusion numérique sur 2 axes. Alors, il y a un premier axe, effectivement, comme le disait Elsa, qui a consisté à déployer depuis le mois d'avril de cette année, donc c'est récent, sur 300 bureaux de poste, des actions de détection et de formation des publics en difficulté vis-à-vis du numérique. Alors comment ça se passe très concrètement, mais vous verrez un petit peu plus tard que la vidéo va illustrer mon propos, c'est que les gens qui rentrent dans ces 300 bureaux de poste, on va leur proposer un questionnaire qui est déroulé sur tablette pour essayer d'évaluer leur niveau en fait d'électronisme. Donc, ce sont des médiateurs. On s'est appuyé là-dessus pour tout ce dispositif sur le tissu local. Donc, on a été chercher dans le tissu associatif ou autre, des acteurs qui étaient en capacité de réaliser ce diagnostic à partir d'un outil type qu'on leur donne au sein des bureaux de poste. Donc, première étape, c'est le diagnostic. Deuxième étape, en fonction du résultat du diagnostic, il y a 2 possibilités. Soit, effectivement, on a affaire à quelqu'un qui n'est pas totalement éloigné du numérique, mais qui a encore une certaine appréhension et qui a besoin qu'on l'aide un peu. Là, c'est ce qu'on appelle les actions coup de pouce, où là, on va tout de suite, finalement, dans le bureau, lui montrer comment utiliser, à partir de la tablette, les outils numériques en ligne, alors de La Poste, mais pas que, également ceux qui sont mis en place sur les services publics ou par les grands opérateurs. Soit on a affaire à quelqu'un qui, au contraire, est
très en retrait, très en difficulté par rapport au numérique. Et à ce moment-là, on va lui proposer de s'inscrire à des ateliers de formation qui sont gratuits et qui sont dispensés soit à l'intérieur du bureau de poste, alors évidemment au-delà de la fermeture du bureau de poste bien sûr, mais ça c'est moins fréquent parce qu'il faut qu'on ait l'espace pour le faire, soit à l'extérieur du bureau de poste par ces mêmes partenaires associatifs. Voilà, donc ça on l'a déployé depuis le printemps sur 300 bureaux de poste. C'est un peu tôt encore pour avoir les résultats, mais on a beaucoup de gens qui acceptent de participer à la détection et qui après, pour les publics en difficulté, sont intéressés par une formation. Donc ça, vraiment, au bout d'un mois et demi de recul, on est vraiment content et enthousiaste sur la mise en place de cette action. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on l'a fait sur 300 bureaux, mais notre ambition, c'est de le faire sur 1000 bureaux de poste. Voilà. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est bien sûr... C'est bien, elle me regarde et elle répond à ma question mentalement. C'est ça, c'est la télépathie, l'avenir de l'animation. En fait, c'est pas mal. C'est les maisons de service au public. Mais peut-être qu'on va projeter. Je propose qu'on regarde d'abord le film, vidéo, si on arrive à le premier axe. Normalement, ça devrait... Voilà, Nicolas est aux commandes, ça va fonctionner. Non, c'est pas garanti. Mais si. Ah oui. Ben voilà, alors peut-être il y a du son. Au quotidien, on s'est rendu compte que les clients avaient de réelles difficultés, par exemple d'utiliser les sites de la Poste ou le site de la Banque Postale pour faire des opérations simples. Vous utilisez Internet de temps en temps? Ça peut être une clientèle plus âgée qui n'a pas été mise dans le bain, on va dire, dès l'enfance dans le numérique, mais toutes les clientèles sont concernées. De 15 à 92 ans, beaucoup de personnes, pour ne pas dire presque toutes les personnes qui viennent en bureau de poste, ont une fragilité numérique. Nous avons fait en sorte d'essayer de permettre aux personnes les plus vulnérables d'accéder au numérique. La Poste a mis en place un dispositif d'inclusion sociale et numérique. Les chargés de clientèle informent nos clients. Ensuite, ils les orientent vers un médiateur. Et en fonction de leurs besoins, on oriente donc nos clients sur des ateliers numériques. On est en première ligne dès qu'on détecte un client qui a un besoin vis-à-vis d'un accès banque en ligne ou qu'il a une difficulté vis-à-vis de ça. On est là, on l'informe que la Poste a mis en place donc des médiateurs. J'informe la clientèle qui arrive à la Poste, je les aide et par ce biais-là, je détecte effectivement s'ils ont des difficultés. Avant, j'ai jamais eu une nécessité à utiliser l'outil numérique en fait. Et maintenant, je suis obligé dans toutes mes démarches. Il n'y a pas quelqu'un là pour faire les choses à ma place comme autrefois. J'ai une tablette avec moi. Est-ce que vous avez Internet chez vous, madame, ou pas? Oui. Qui me permet d'évaluer un peu son niveau en informatique. Donc je lui ai indiqué que j'utilisais les smartphones pour les réseaux sociaux et que j'avais des difficultés à utiliser des services en ligne. Vraiment, il m'a dit que j'étais un débutant de débutant. Je vais vous proposer un atelier qui est une formation numérique en initiation. Vous avez un niveau intermédiaire, donc du reste vous avez besoin d'un coup de pouce. Et surtout, vous créez un compte sur la banque postale.fr et vous aidez à faire des virements sur votre compte. Je vous souhaite une belle journée, madame. Merci. J'ai tout de suite saisi l'occasion et j'ai découvert tout ce qu'on pouvait faire avec une adresse mail, que je pouvais aussi l'utiliser pour d'autres administrations, notamment la déclaration des impôts, toutes mes démarches en ligne. Soit effectivement le client a besoin de simples renseignements très rapides et c'est fait au niveau du bureau de poste, soit le client a besoin d'une véritable formation et à ce moment-là, nous avons soumis à des partenaires une convention pour qu'ils fassent pour nous des ateliers de formation. Quand la Poste nous a proposé ce dispositif, on s'est dit que ça répondait complètement en fait à nos valeurs, lutter contre toute forme de discrimination, d'exclusion et de pauvreté. On pouvait que y aller. On propose un atelier numérique qui est plutôt pour des niveaux débutants. On propose également donc un atelier numérique plus perfectionnement pour des personnes qui sont déjà à l'aise, qui ont déjà une connaissance de l'outil, mais qui souhaitent un petit peu plus développer leur connaissance des réseaux Internet et de leur utilisation. Et enfin, le troisième atelier, c'est un atelier sur les outils budgétaires. Dans cet atelier, on vous apprend à faire des virements bancaires, à consulter votre compte en ligne. Bouger la souris, faire des points, des virgules, c'était vraiment un moment fort. Il y a des clients qui viennent nous remercier et ils en redemandent. Cet atelier m'a permis de découvrir que le numérique permettait d'éviter les déplacements. Ça m'a simplifié la vie. Voilà. Simplifier la vie, je crois qu'on comprend, on voit là l'efficacité. Alors Nicolas parlait en introduction de cette volonté de développer les maisons France Service. J'aimerais qu'on revienne avec vous justement sur l'ambition de la Poste dans la création de ces maisons. Comment vous allez évoluer ?
Voilà, alors aujourd'hui, on a mis en place depuis 2017 500 maisons de service au public, puisque c'était l'appellation avant l'intervention du président de la République. Maintenant, on parle de Maison France Service. Et on a l'ambition, en partenariat avec la Banque des Territoires, de créer 250 nouvelles maisons France Service qui vont renforcer en fait les services qui sont offerts aujourd'hui et qui étaient le socle de base, qui sont présents dans nos maisons de service au public, qu'on va également faire évoluer pour les mettre à niveau des 250 nouvelles maisons de service au public qu'on va créer par ailleurs. Alors ce qu'il faut préciser, peut-être aussi une différence, c'est que les maisons de service au public actuelles, on était présents quasi exclusivement dans les territoires ruraux, mais aujourd'hui, avec les maisons France Service, on va être présent également en urbain, notamment dans les quartiers politiques de la ville, mais pas uniquement, ou en tout cas dans toutes les zones qu'on appelle des zones blanches, donc les zones où il y a peu de services des opérateurs nationaux, de l'emploi et autres. Voilà. Donc une ambition très forte de former nos personnels pour accompagner tous ces publics en difficulté. Bien évidemment, là aussi, ça s'inscrit dans le programme global de lutte contre l'inclusion numérique. Donc ça va venir en renfort. De lutte pour l'inclusion numérique. Pour l'inclusion numérique, pardon. Ça va venir en renfort contre l'exclusion du programme, effectivement, qui est déployé et dont vous avez eu un témoignage là au travers de Juste une petite précision, quand on parle des maisons de France Service et quand on parle des bureaux de poste, puisqu'on entend deux situations, est-ce que vous pouvez préciser les choses? Est-ce que les bureaux de poste deviennent des maisons France Service? Est-ce que ces maisons de France Service existent en dehors des bureaux de poste? Alors c'est les deux. Il y a des maisons France Service qui vont être mises en place avec la Banque des Territoires et qui seront dans les bureaux de poste. Alors en quoi ça consiste très concrètement? C'est-à-dire que dans les bureaux de poste, on a suffisamment d'espace, bien sûr. On va installer au moins un îlot numérique qui sera à disposition du public, mais bien évidemment, et c'est ça l'enjeu principal, on va accompagner les gens qui sont en difficulté vis-à-vis du numérique pour utiliser les services numériques et puis les former si besoin. Il y a également dans ces bureaux de poste toujours un bureau privatif pour assurer une certaine confidentialité et bureaux dans lesquels on pourra par exemple réaliser des visioconférences avec les opérateurs comme la CAF par exemple qui est présent dans cette salle, mais également Pôle emploi avec lesquels on le fait déjà, voilà, et d'autres opérateurs qui seraient intéressés pour souscrire à ce service. Alors ce qu'il faut dire aussi, ce qui est important, c'est que on a mis en place ces maisons de service au public, on va mettre en place les maisons France Service, mais on s'appuie toujours aussi sur les partenariats locaux. C'est-à-dire que, comme dans le film que vous avez vu là, on va regarder l'écosystème autour du bureau de poste pour voir quels sont les partenaires qui seraient intéressés pour participer à cette aventure. Parce on évite aussi le côté millefeuille et la superposition de services. On pense global et je vois que le droit approuve puisqu'on sait les écueils de ces politiques qui se sont parfois percutés alors qu'à l'origine toutes les intentions étaient nobles, mais il faut un petit peu de cohérence et de coordination et je crois que c'est un des gros travaux aussi, notre travail sur l'inclusion. Alors je vous propose maintenant de regarder au niveau des collectivités les initiatives qui sont prises et pour ça je vais me tourner vers vous Claire Dubos. Donc Claire Dubos, vous êtes directrice générale adjointe, responsable des services à la population de l'EPCI de Saint-Herme. On est dans la communauté de communes Champagne-Picarde et je crois savoir, pour en avoir discuté avec vous en amont de cette rencontre, que le territoire avait vraiment besoin que vous interveniez notamment sur les questions d'inclusion numérique. Et pour mieux comprendre votre démarche, je vous propose déjà de mettre en avant la particularité de cette communauté de communes. Oui, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes, une communauté de communes extrêmement rurale, basée dans l'Aisne, entre Laon et Reims, donc un peu dans l'orbite de Laon pour le nord et de Reims pour le sud. On compte 46 communes, 21 000 habitants, c'est très peu dense, il n'y a pas véritablement de bourg-centre. Et donc on a d'un côté, on va dire, le sud du territoire avec une ruralité plutôt choisie de cadres de Reims qui viennent s'installer en fait sur le territoire, et le nord très très enclavé avec donc quand même un tiers de nos foyers qui ne sont pas motorisés. Ça c'est vraiment une réalité chez nous, et quand même 17% de taux d'illettrisme, soit 10% de plus que la moyenne nationale, ce qui est
quand même assez Moi, effrayant. j'étais très étonnée. C'est 17% d'illettrisme, ce qu'on appelle vraiment l'illettrisme. C'est pas une forme d'illettrisme. C'est-à-dire des personnes qui ont passé au moins 6 ans sur les bancs de l'école, mais pour autant qui ne maîtrisent pas les savoirs de base. Et c'est vraiment ces gens-là qu'on voit au quotidien et qui se retrouvent totalement démunis face à des convocations, des courriers de l'administration, et bien sûr se conjuguent à ça les difficultés numériques. Donc ça, c'est vraiment notre quotidien. Donc la typologie, le portrait du territoire, c'est celui-ci. Et du coup, très vite, on a voulu, mais grâce au soutien de la région Hauts-de-France qui est dans la salle, se doter d'une feuille de route numérique avec un axe très fort sur l'e-inclusion, puisque c'est vraiment au cœur des problématiques de notre territoire. Alors expliquez-nous. Comment vous avez réussi à relever ces défis, à la fois de la proximité face à une population, on l'a entendu, non motorisée. Comment vous avez réussi ce défi d'un maillage numérique fin? Alors, je n'ai pas le terme exact, comment vous diriez? Une politique d'acculturation au numérique, mais très fine sur l'ensemble du territoire. Et je trouve que votre approche, justement, hybride, vous allez nous l'expliquer, est assez impressionnante. Hybride, expliquez-nous pourquoi. Alors, on a en fait créé 2 tiers-lieux, enfin un qui est en train de se finaliser, et en complément de ça, un service itinérant, puisque bien sûr, quand bien même les tiers-lieux existent, si les gens ne peuvent pas y aller, c'est contre-productif. Peut-être si on peut remettre la slide. Donc, on avait au départ 2 petites maisons de service au public depuis 21 ans, qui se sont appelées Point Village, puis RSP, puis Maison de service au public. On va bientôt tout rechanger, donc c'est bien, on a l'habitude. Dans des gares, une à Guignicourt et une à Saint-Terme. Du coup, un peu comme un guichet de la gare, c'était un petit pas glauque, mais disons que voilà, c'était un peu dans la gare, on sentait que le flux montait ces dernières années à la faveur. C'était plus adapté. C'était plus adapté. Faire court, c'était plus adapté. Fait, exactement. Et donc on s'est dit opportunité foncière. L'avantage dans l'Aisne, c'est quand même que l'immobilier n'est pas cher. Et du coup, ancien cabinet médical, les élus disent banco, on rachète ce cabinet médical et il va falloir qu'on mette la MSAP au cœur de ce cabinet. C'est vraiment le centre névralgique. Donc, c'est devenu, bingo, le fait tout connecté. Et en fait, on y a mis, on s'est dit, mais... Donc, le fait tout connecté, c'est le nom de la MSAP, voilà, qui est une évolution d'une MSAP qui existait dans une gare. Il y avait une MSAP embryonnaire. Tout à fait. Vous l'avez mise au cœur de ce nouveau bâtiment. Exactement. Mais pas seulement. C'est pour ça qu'on parle de tiers-lieu. Ouais. Et ce tiers-lieu, le fait tout connecté, fait tout pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, on y trouve d'un côté une crèche, une maison d'assistante maternelle qui a à peu près le même fonctionnement, parce qu'on avait aussi un besoin en mode de garde, très clairement. On s'est dit, on va profiter de cette opportunité, on va créer une annexe, ça communique avec la MSAP. On y a mis un bureau partagé qui sert tantôt aux chambres consulaires qui viennent faire des permanences pour les entrepreneurs, mais aussi à l'assistante sociale, puisqu'en fait, avant, elle faisait ses permanences à 600 mètres de là, alors même que là, on se rend compte que l'usager qui arrive, je peux être une maman, je dépose mon enfant, il y a un espace de coworking, je viens travailler. Mais j'ai aussi rendez-vous avec l'assistante sociale pour mon suivi RSA, par exemple. Je quitte le bureau partagé, je me retrouve avec Sandrine, donc de la maison de service au public. Elle m'accompagne pour mon dossier CMU du même temps. Et j'ai aussi les animateurs numériques qui sont là, qui viennent m'aider pendant 1 heure sur mon smartphone sur comment est-ce que je crée un espace personnalisé. En fait, le fait de réunir tous les acteurs sur dans un même équipement, voilà, c'était assez efficient. Donc, on a mis aussi un bureau partagé, un petit makerspace pour bidouiller, parce qu'on accueille aussi les enseignants. On a un partenariat avec l'Éducation nationale qui viennent apprendre du coup, comment je me sers des nouvelles technologies dans ma pédagogie. Et aussi les enfants qui viennent pour des mercredis que j'apprends à programmer. Enfin, on y croise vraiment tous les publics, des mamies, des enfants, vraiment de tout. Une terrasse, parce que c'est quand même sympa en un milieu rural, ce serait dommage de ne pas avoir d'extérieur, un espace de coworking et donc la MSAP au cœur de tout ça. Ça, c'est pour le Nord, création du fait tout connecté. Alors là, on est dans un lieu physique auquel il faut encore pouvoir accéder. Je ne suis pas motorisée, comment je fais? Voilà. Alors, est-ce que j'en ai un autre? Il y en a un autre, il y a un pendant qui est en cours d'élaboration. Il y a en fait donc l'autre MSAP, on l'a relocalisé à l'intérieur d'une ancienne école qui a déménagé à donc dans le sud. Dans le sud. Donc ça, on couvre le nord, première SAP, le sud, deuxième SAP. Le sud. Là, on va y mettre une médiathèque, vraiment dans l'idée du tiers-lieu. La maison, l'école de musique, l'école intercommunale de musique. On va y mettre aussi un espace de coworking et puis un jardin en son cœur avec peut-être une cuisine pédagogique pour faire des ateliers nutrition. Et la MSAP sera là aussi à l'intérieur d'un pôle culturel cette fois-ci et à nouveau en son cœur. Donc là, il y a une vraie démarche culturelle. Là, on a une politique culturelle. Il y a un axe fort autour du développement de la culture. Sauf que là où l'hybridité est intéressante, c'est que vous ne vous êtes pas contenté de rénover, remettre en place 2 MSAP pour couvrir le territoire nord-sud. Vous avez également lancé une MSAP mobile
Itinérante. Tout Itinérante. à fait. Voilà. On s'est quand même largement inspiré de ce qui se fait en tirage avec la MSAP dans un camping-car. Sauf qu'on s'est dit, bon, on va peut-être pas investir tout de suite dans un gros véhicule, mais bah, tiens, ça tombe bien, on a une Kangoo qui nous sert pas trop, on va la floquer. Bah, en plus, on a un plotter de découpe, donc on va le faire nous-mêmes. Et puis, on va aller sillonner les villages et on se sert de quoi? Non pas de la mairie, parce que parfois c'est un peu connoté, la mairie et tout ça, mais on a justement un réseau intercommunal de bibliothèques. Parfois des tout petits points lecture justement dans les mairies, d'autres fois des médiathèques un peu plus importantes. L'avantage c'est quoi? On a les clés, il fait chaud, il y a de l'internet, c'est convivial. Et puis on a parlé tout à l'heure de ce public qui est aussi en situation d'illettrisme. Peut-être que c'est intéressant de lui faire pousser la porte d'une bibliothèque. C'est aussi, je lève, il y a un peu d'autocensure parfois, on met des freins symboliques, bah non je veux pas la bibli. Donc évidemment les permanences MSAP qui ont lieu dans les biblis, c'est aussi l'occasion d'emprunter un livre gratuitement, de faire sa carte. Ah bah tiens, je suis en train d'attendre pour me faire ma démarche, bah, je vais peut-être prendre l'équipe. Ou souvent ce qu'on observe c'est plutôt je prends un livre pour mes enfants et donc ça veut dire forcément il faudra bien que je le rende, donc je reviendrai. Donc il y avait aussi mettre en contact ce public avec cet équipement culturel là et donc rompre peut-être l'isolement, hein, tout simplement. Aussi, tout à fait. Et comme il y a 8 bibliothèques, ça a assuré un maillage comme vous le disiez assez fin. Et donc là ça a été mis en place depuis mi-janvier et on a déjà accueilli 242 personnes sur les permanences et sinon sur les flux on est autour de 2500 à 3000 usagers annuels dans l'une et l'autre des MSAP. Un mot, Nicolas, sur l'accompagnement de la Banque des Territoires sur ce type de projet? Ou pas? Alors, non, mais selon le temps que nous avons. Ça va principalement passer à travers notamment l'animation du dispositif MSAP. On est en train de réviser et d'augmenter l'animation à travers l'outillage et des formations notamment aux agents. Demain, le panier de service sera plus large. Qui va être opéré dans les maisons France Service. Et l'idée, justement, ça va être d'avoir un grand plan de formation, en tout cas massive, des agents, d'outillage, notamment, et d'être capable de répondre plus rapidement, notamment à leurs questions, aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour ces explications très claires sur ces MSAP hybrides tiers-lieux, fait tout connecter. Le territoire est couvert. Alors j'aimerais maintenant qu'on change d'initiative. On va se tourner vers vous, Charlotte App. Vous êtes à la direction des relations institutionnelles au sein de CDC Habitat et vous allez nous présenter une initiative qui œuvre également très fortement pour l'inclusion. Là, on est plus sur des problématiques de retour à l'emploi, d'accompagnement à l'emploi. Ce dispositif s'appelle Excel, mais je sais que vous en parlez très bien. Axel. Et je sais que vous en parlez très bien. Alors Axel. Alors, le dispositif s'appelle Axel, vos services pour l'emploi. C'est un dispositif de proximité en cœur des QPV en pied d'immeuble. QPV, tout le monde. Quartier prioritaire de la politique de la ville, qui regroupe un certain nombre d'associations et de partenaires qui vont accompagner les gens les plus éloignés de l'emploi vers le retour à l'emploi. Alors très concrètement, CDC Habitat, nous sommes un bailleur. Nous mettons à disposition de ces partenaires des locaux en pied d'immeuble, anciens commerces ou des appartements en rez-de-chaussée qu'on a aménagés pour accueillir du public. Et les partenaires viennent assurer des permanences ou des ateliers connectés ou des animations pour accueillir justement ces personnes qui n'osent plus parfois pousser la porte des grosses institutions, qui sont un peu perdues. Voilà. Donc on a commencé il y a 3 ans pour rappeler un peu la jeunesse du dispositif avec l'AFPA, qui est l'agence de formation pour les adultes. On est actuellement aujourd'hui à 29 antennes implantées dans toute la France. Et donc l'AFPA accueillait les personnes pour parfois un conseil, les aider à un CV, retrouver une formation, retrouver un emploi. Et en fait, on s'est aperçu que ça fonctionnait bien. Pourquoi? Parce que c'était un dispositif non institutionnel, sans guichet. La taille humaine aussi, voilà, à ce côté impressionnant. Exactement, en circuit court de proximité, c'est surtout ça qui fonctionne. Et on s'est dit, bon, l'AFPA est présent, mais pourquoi ne pas faire de ces antennes les hubs de retour à l'emploi et compléter l'offre de l'AFPA par d'autres partenaires? Et donc, on a fait venir, il y a quelques mois, Pôle emploi, qui a accepté de tenter l'expérimentation sur 5 antennes Axel, vos services pour l'emploi, qu'on a du coup nommé comme ça. Emmaüs Connect aussi, qui vient aider les personnes en précarité numérique, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup dans les quartiers ont des smartphones, mais la plupart ne savent absolument pas se servir d'autre que le Instagram ou enfin, voilà, les Messenger éventuellement, mais pour refaire un CV, c'est plus compliqué. Voilà. On a fait venir aussi, donc Emmaüs Connect, on a fait venir l'ADI qui offre des prêts, on a fait venir NQT qui accompagne les jeunes diplômés dans leur recherche de premier emploi, WeMove qui aide à la mobilité professionnelle, tout ça pour vous dire qu'en fait on
on a accueilli des partenaires qui peuvent répondre à l'ensemble des étapes de retour à l'emploi d'un bénéficiaire. Voilà, toujours dans le cadre de l'insertion professionnelle. Et donc, toutes ces personnes-là se retrouvent dans cette antenne, doivent travailler ensemble. Donc, il y a un vrai travail collaboratif pour que vraiment ils aient connaissance de la demande du bénéficiaire et qu'ils puissent l'accompagner tout au long de son parcours. À quelle fréquence vous ouvrez ces cellules d'aide? C'est des dispositifs qui sont pérennes, ouverts toute la semaine, ou c'est des permanences? Comment vous fonctionnez? L'AFPA, donc, historiquement, qui est implanté depuis 3 ans, assure des permanences de 3 demi-journées par semaine. Oui, quand même. Pôle emploi, ça dépend complètement du territoire et des spécificités locales, parce qu'on n'est vraiment pas là pour venir se substituer à ce qui existe déjà, mais pour bien venir en complémentarité. Donc, je donne un exemple. Par exemple, là, on a une antenne à Nantes où l'agence Pôle emploi étant trop près, on s'est dit on ne va pas faire un dispositif à double vitesse, donc on va faire autrement. Il y a des correspondances, ils vont envoyer des bénéficiaires. Donc là, il n'y a pas de permanence physique. En revanche, à Montreuil, où il y a un dispositif Axel, il y a une permanence physique. Après, tout l'intérêt, c'est de faire travailler, par exemple, l'AFPA avec Pôle emploi ou l'AFPA avec Emmaüs Connect en animant des ateliers connectés, par exemple. Voilà. Alors, j'ajoute juste, parce que ça, c'est un peu ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a fait aussi appel à une grande entreprise qui est O2, la société de service à la personne, qui offre 6000 CDI par an et qui a voulu se joindre à cette expérience et qui organise des job dating dans l'antenne. Donc, les partenaires en amont préparent les bénéficiaires aux entretiens de recrutement. O2 vient dans l'antenne, assure des job dating et puis fait passer des entretiens. Et si l'entretien est concluant, le travail il est pour lui. Si ça ne s'est pas bien passé, l'AFPA et les autres partenaires s'engagent à travailler sur les lacunes de la personne. Et combien de personnes ont été recrutées jusqu'à présent? Alors, je sais que c'est très émergent, mais je sais aussi que les nouvelles sont bonnes. Alors voilà, en fait, depuis l'ouverture de la première antenne avec l'AFPA, on a accueilli plus de 4800 personnes avec un taux de sortie positif de 22% entre le retour à l'emploi et la formation. Voilà. Wow. Et Axel, le dispositif Axel au service pour l'emploi est tout récent. Il date du premier trimestre où vraiment on a accueilli un ensemble de partenaires. Et vous êtes répartis comment sur le territoire aujourd'hui? Il y a combien d'antennes? Le principe, donc il y a 29 antennes. Le prérequis, c'était QPV et c'était surtout, donc, comme nous mettons à disposition un local, c'était en pied de nos immeubles avec un autre prérequis qui est avoir un gardien d'immeuble qui est vraiment partie prenante du dispositif, qui connaît bien nos locataires. Alors il n'y a pas d'exclusivité à nos locataires, c'est vraiment tout résident des quartiers. Ça reste un service de proximité. On sait qu'un locataire dans un autre quartier ne prendra pas forcément les transports en commun. Voilà. Et je complète juste en disant que nous, on s'est dit, on est bailleur, effectivement, ce n'est pas notre métier au départ, mais le couple emploi-logement est indissociable. Si on a un logement et pas d'emploi, c'est compliqué, et réciproquement. On s'est dit comment accompagner nos locataires, comment les rendre autonomes. Donc voilà, on a imaginé ce dispositif innovant. On espère que ça va continuer. Voilà. En tout cas, on l'espère aussi. On va suivre de près les avancées d'Axel, qui n'est pas un acronyme pour l'anecdote. Pas du tout. On voulait se démarquer un peu de ce qui existait déjà. Donc, c'est pas un acronyme, c'est un prénom mixte, facile à retenir, qui veut dire accélérateur, voilà, écrit un peu différemment. Voilà, en espérant que les gens retiendront ce nom. On retient surtout l'approche très humaine de ce dispositif et c'est certainement une des grandes raisons de son succès. Merci de l'avoir partagé avec nous. Nicolas, je te laisse la main pour le dernier chapitre de cette masterclass. Tout à fait. Et alors là, c'est une approche très pragmatique aussi, étonnamment d'ailleurs fondée sur du papier. Gérald Elbaz, vous êtes donc fondateur de la société coopérative Aptic. Opérateur du pass numérique qui a été annoncé par le président de la République l'été dernier, qui a été remis récemment sous les feux de la rampe. Est-ce que vous pouvez décrire un peu plus précisément et de manière synthétique le dispositif pass numérique? Quel est l'intérêt concrètement? Comment ça marche? Et deuxième question derrière, quel est l'intérêt pour les collectivités territoriales, mais pour les lieux en général, d'aller justement vers ce dispositif? Bonjour. Non, mais on a tous faim, donc je vais essayer de faire concis. Alors, le principe, juste un petit élément de contexte d'abord pour partir. Historiquement, nous on vient de 20 ans dans la médiation numérique et en quelques mots, on a partagé les constats des 13 millions, etc. Mais surtout, ce qu'on a constaté, c'est deux choses. Un, je vais reprendre la phrase qui a été dite tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de lieux qui nous disaient « on espère que ça va continuer ». Et donc pour nous, c'était un vrai sujet parce qu'on voyait les lieux ouvrir et fermer
au fur et à mesure qu'il y avait des dispositifs de financement, etc. Donc c'est bien, ça met de l'animation dans la ville et ça permet de faire du bâtiment, mais sauf qu'au bout d'un moment, ça pose un problème de persistance des services sur les territoires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de personnes qu'on a mis dans les, enfin qu'on voyait dans les personnes, c'est mieux comme ça, voilà, qu'on voyait dans les personnes éloignées du numérique, en fait, de la même manière qu'on ne revient pas à l'école quand on a été en échec scolaire, et ben en fait les lieux accueillaient les personnes qui avaient la capacité, le courage, l'envie, en tout cas une raison suffisamment motrice pour passer le pas de la porte et être accompagnés. Mais en fait sur les 13 millions qu'on vise, beaucoup ne passaient jamais la porte de ces lieux d'accompagnement. Donc on avait un problème, c'est que si on prend le scope des collectivités, on avait un mécanisme, notamment par le biais des subventions, qui visait à financer les lieux pour des publics espérés. L'objectif qu'on essaye de faire avec Aptic, c'est d'avoir un travail spécifique sur les publics qu'on vise parce qu'ils sont prioritaires. Donc du coup, on a fait un machin hyper simple qui reprend 2 codes culturels, si j'arrive à pas faire une bêtise, ça sera un miracle, qui reprend 2 codes culturels qui n'ont rien à voir avec le numérique, parce que beaucoup de gens nous ont dit mais pourquoi vous l'avez pas fait sur support numérique? Eh bien parce qu'on vise les personnes qui sont éloignées du numérique. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire... Voilà. Donc en fait, ça reprend 2 codes culturels. Ouais, non, ça va aller. Vous voulez publier rédaction? Non. Regardez. En fait, ça reprend 2 codes culturels. Le premier, celui du titre restaurant. Le deuxième, celui du bon cadeau. Pourquoi on utilise ces 2 codes culturels-là? Parce que, en fait, ça nous permet de faire basculer des personnes qui avaient un sentiment d'incompétence à une logique de j'ai un droit à monter en compétence. Pourquoi on utilise le bon cadeau? Parce que pour nous tous, les uns les autres, de la même manière que des fois on va dans des boutiques dans lesquelles on n'a aucune raison d'aller, et parce que ça a une valeur, on y va. Donc on a utilisé ces 2 mécanismes pour tracter les personnes. Donc le mécanisme, il est finalement très très simple. Nous on repère des commanditaires, des gens qui ont des raisons de financer des passes numériques, qui donc financent, achètent ces passes. On organise des réseaux de distribution pour aller là où les personnes réelles sont, les personnes fragiles. Donc il y a plusieurs dispositifs pour diagnostiquer et repérer. Ça peut être d'ailleurs des diagnostics comme le fait la Poste, par exemple. On a des gens du secteur bancaire qui font ça, etc. Et ensuite, et c'est l'autre grande nouveauté, c'est que les lieux où les services sont rendus forment à ce jour en France un milieu extrêmement hétérogène. On a des associations, on a des bibliothèques, on a des centres sociaux, il y a de tout. Et donc on a créé un référentiel national de services de médiation numérique qui permet de transformer cet ensemble hétérogène en un ensemble qui du coup devient interopérable. Pourquoi? Parce que pour être qualifié Aptic, c'est-à-dire qu'on puisse utiliser les passes dans un lieu, eh bien, il y a besoin de renseigner l'offre de service qu'on est capable de conduire. Du coup, on passe d'une cartographie de lieu à une cartographie de service. Pourquoi c'est très important? Parce que quand on est sur des publics très fragiles, s'il va dans un lieu et que le service dont il a besoin n'est pas présent, il ira une fois dans un lieu, il n'ira pas une deuxième fois dans un deuxième lieu. Donc l'enjeu, c'est d'améliorer l'orientation et donc la chance de réussite du premier contact. Vous savez, c'est comme la pyramide de Maslow. Hein, si on n'est pas rassuré sur ses fondamentaux, sur ses besoins premiers, eh ben, en fait, on ne peut pas persister dans une logique d'accompagnement. Du coup, on a des lieux qu'on qualifie et du coup, ça nous permet d'aller sur une logique de démarche qualité par rapport à ces lieux. À date, on qualifie des lieux, on qualifie des acteurs qui opèrent dans des lieux et on va qualifier des personnes en mobilité à condition qu'elles conventionnent avec des lieux. L'enjeu, c'est que ces lieux se diversifient en termes d'activité et du coup, Aptic essaye de faire 2 choses. On fonctionne à la louche comme une AMAP, c'est-à-dire qu'on dit aux fournisseurs locaux de services de médiation numérique, eh bien écoutez, montez en diversification de services, en qualité de service, et nous, on va essayer de consolider votre modèle de revenus en apportant des flux financiers. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça veut dire qu'on est sur un modèle qui est massivement redistributif, c'est-à-dire sur un chèque à une valeur de 10 €, le lieu, il va percevoir 9,96 €. Donc on est bien loin d'Uber. Hein. C'est vraiment des modèles où la richesse va vraiment aux faiseurs. Ça, c'est la première chose. Et l'autre élément, c'est qu'on rééquilibre le mécanisme pollueur-payeur. Je m'explique en quelques mots. Je vois que ça... c'est que, en fait, à date, dans les lieux, ils sont principalement, pour les petits bouts de financement qu'ils arrivent encore à avoir, financés par les collectivités locales. Parfois, il y a quelques conventions avec Pôle emploi, avec la CAF, etc. Mais ça reste de l'ingénierie hyper territoriale. Or, dans les lieux, en général, il y a un médiateur ou une médiatrice. Donc, il n'y a pas beaucoup de compétences d'ingénierie financière et ce n'est pas le job pour lequel on les a recrutés. Bon. Et du coup, se retrouvent à payer des acteurs locaux qui sont finalement des faibles dématérialiseurs. Et eux dématérialisent assez peu. Mais par contre, comme ils sont à portée de baffe du citoyen,
c'est vers eux qu'on se retourne dans le secrétariat de mairie, etc. L'enjeu d'Aptic, c'est de pouvoir aller voir les grands commanditaires, donc le secteur bancaire, le secteur public, etc. Et donc de rééquilibrer le rapport pollueur-payeur et de faire cheminer des flux financiers vers les faiseurs hyper locaux. Et pourquoi de ce point de vue-là c'est important? Parce qu'on a vu beaucoup d'entrepreneurs sociaux, je le dis avec des gros guillemets, on le voit avec les trottinettes qu'on a en ville, hein. Beaucoup se développent dans les mêmes endroits très denses et du coup l'aménagement du territoire a beaucoup de mal à se faire. Un des enjeux d'Aptic, c'est de permettre la revitalisation des modèles de revenus, je l'ai dit, mais aussi dans les territoires où finalement il y a peu de leviers financiers pour les faire converger. Et je vous donne à ce sujet-là un exemple qui est très utilisé, parce que vous voyez, ce petit pass, il a un code barre. En fait, au moment où le bénéficiaire vient l'utiliser dans un lieu, le médiateur, il a une petite scannette, ça lui permet de scanner le code barre et ça lui permet de voir s'il est éligible pour tous les services ou s'il y a des spécificités. Mais pour être contrepayé, il a besoin de dire le service qui a été rendu. Du coup, le commanditaire, il a un tableau de bord qui lui permet d'avoir une mesure temps réel de l'impact social qu'il a. C'est-à-dire qui j'accompagne, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Une précision très importante, parce qu'on est tous avec la loi RGPD, nous traçons les usages, pas les usagers. Donc ça, c'est pareil, c'est peut-être un détail pour vous. Voilà. On ne refait pas deux. Bon, voilà. Du coup, ces mécanismes-là permettent aussi de savoir si les lieux sont encore vivants, ce qui est quand même assez important. Et pour la première fois, on a une cartographie des trous dans la raquette. C'est-à-dire que le problème des cartographies des lieux de médiation numérique, c'est qu'on a l'impression que le territoire est couvert. Sauf que quand on regarde dans les services qui sont disponibles, en fait, c'est une vraie difficulté. Et on a eu des territoires, et on a eu des territoires de déploiement, par exemple, où sur 35 lieux, il y en a 10 qui nous ont répondu on a du matériel mais on n'a plus d'accompagnateurs. 10 qui nous ont dit on a du matériel, on a des accompagnateurs, on accompagne nos publics, pas la population. Et 10 autres qui nous disent on accompagne, etc. Mais par contre, les gens qui sont en difficulté, c'est compliqué, on ne sait pas les gérer. Donc au final, c'est vachement important si on veut vraiment avoir une action ciblée sur les 13 millions de personnes éloignées, d'avoir des mécanismes qui permettent, un, de les cibler et deux, de les traiter avec bienveillance, voire dignité. Et de leur permettre d'accéder gratuitement à des formations et à de l'acculturation. Merci beaucoup à tous. C'est important, c'est une double problématique finalement de ce que je retiens, enfin en tout cas d'un peu le tour de table. Je fais la conclusion comme ça. Alors je te laisse prendre place, Nicolas, face à l'audience, ne reste pas dans l'ombre. Si, je suis très bien ici, bon. À côté de Florence. Une double problématique, une logique d'aménagement du territoire qu'on a pu voir avec des politiques publiques, mais surtout qui doit être dépassée vers des logiques justement aussi de développement économique, d'hybridation avec d'autres sujets. Je pense à l'éducation, je pense à la culture, aux bibliothèques, il y a des choses comme ça. Ça me paraît quelque chose pour justement porter des valeurs d'un numérique responsable, durable et émancipateur, évidemment Oriane. donc voilà. Et des termes qu'on entend mais qui sont très lourds de sens. Mais qui, je pense, ont été exemplarifiés. Tout à fait. Voilà. Merci à toutes et tous pour votre participation à cette table ronde. Merci pour votre écoute. Il nous reste 1 minute, 2 minutes pour prendre quelques questions si vous avez des questions. Tout le monde a faim, je crois. On a été hyper clair. Alors cela dit, le cocktail, les autres d'échange sont aussi là pour vous permettre d'échanger, puisque je suppose que vous passez la journée avec nous. Oui. Merci alors à toutes et à tous. Je crois qu'on peut applaudir nos invités pour cette table ronde. Merci.